Yedidim Shalom, voilà, nous nous retrouvons pour les alcôves du Tanar, et nous sommes dans le livre de Shemot, en plein esclavage d'Égypte et proche de la libération. Bien que les fléaux que l'Éternel fit s'abattre sur Pharaon et tous les Égyptiens dans les parachiotes de Vaéra, Beau, semblent presque souvent grotesques, caricaturales dans leur nature, du sang, des grenouilles, de la grêle. Il soulève des questions complexes et nuancées concernant la punition collective et la responsabilité collective. Et c'est de cela que je veux vous entretenir. Cela semble d'emblée être une forme de châtiment pour tous profondément injuste, n'est-ce pas? Moïse supplie Pharaon de libérer les Hébreux de leur servitude. Et quand il dit non, toute l'Égypte est punie, encore et encore, du sang au massacre des premiers-nés. Le commentateur médiéval Ovadias Forno dit que le verset du premier-né de Pharaon, au premier-né de ses serviteurs, qui décrit la portée de cette dernière plaie, est un raccourci pour un énoncé plus accusateur. Du plus coupable Pharaon, au moins coupable les enfants des serviteurs. Son explication, mes amis, met en évidence le fait que ces moins coupables n'étaient ni en mesure d'asservir les Hébreux au départ, ni de les libérer afin d'arrêter les plaies. Mais ils ont été tout de même punis collectivement à cause de ceux qui, comme Pharaon, l'étaient totalement. Coupables, je veux dire. C'était une pure et simple punition d'innocents. Laissons de côté, si vous le voulez bien, la question fondamentale de savoir pourquoi des enfants inoffensifs devraient souffrir pour leurs péchés, pardon, pas pour leurs péchés, pour les péchés de leurs parents. Pourquoi la femme égyptienne servante impuissante du pouvoir doit-elle souffrir comme le tout-puissant Pharaon et assister à la mort de son premier-né? Quel sens donner au châtiment collectif? Rachid lui contourne ces questions, disant que les esclaves et les captifs égyptiens ont perdu leur premier-né lors de cette plaie parce que eux aussi avaient asservi, entendaient les Hébreux, et se réjouissaient de leur souffrance. Selon Rachid, le fléau du premier-né était une punition pour chaque Égyptien qui participait à l'oppression des Hébreux et non une punition collective avec toutes ses conséquences injustes. Une autre interprétation nous permet de tirer une leçon des plaies tout en préservant l'accent mis par le texte sur le collectif. Plutôt que de viser injustement les innocents, nous pourrions dire que la punition collective nous enseigne, et c'est là le point important, notre responsabilité collective de libérer les opprimés. Vu sous cet angle, les plaies instruisent un cercle de responsabilité plus large au-delà du seul groupe national ou ethnique. Les Égyptiens des échelons inférieurs de la société étaient responsables des torts infligés par les plus puissants d'entre eux. Plus loin encore, ils étaient tenus pour responsables du bien-être de la minorité au milieu d'eux, les Hébreux. On peut en tirer une notion très forte de responsabilité collective qui s'étend de chaque être humain à tous les êtres humains. Cette solution n'est pas sans difficulté. Pourquoi devrais-je être responsable des actions des autres? Ne suffit-il pas d'être responsable de mes propres actes et de leurs répercussions? Suis-je responsable de la détention inéquitable d'un militant des droits humains au Zimbabwe ou du trafic sexuel au Cambodge? Et si je suis relativement impuissant contre ceux qui perpétuent l'injustice, jusqu'où va donc cette responsabilité qui serait mienne? Je dirais que cela englobe finalement le monde entier, même s'il est difficile d'assumer une responsabilité universelle. L'alternative, connaître les horribles brutalités perpétrées contre des innocents partout à la surface de la terre et ne rien faire, devient absolument intenable. L'absence de cette responsabilité, l'éloignement de nous-mêmes, de l'autre, a permis que des atrocités se produisent sans aucune protestation.
Cela s'inscrit dans l'histoire de l'Exode de manière fascinante. Même si l'on voulait affirmer que les serviteurs et les captifs égyptiens étaient incapables d'arrêter l'asservissement des Hébreux, leur silence était accablant. Leur punition est peut-être un message pour nous. Se taire face à l'injustice, c'est d'une certaine manière être impliqué dans l'acte lui-même. Même ceux d'entre nous qui sont loin d'être des pharaons ont d'énormes pouvoirs d'influence sur les événements locaux et mondiaux. Nous pouvons répondre à l'appel, à la responsabilité en veillant à ce que personne dans nos quartiers ne souffre de la faim et que tous bénéficient de services de garde adéquats. Nous pouvons appeler nos élus et exiger une réponse énergique au régime oppressif du monde entier. Nous pouvons utiliser notre influence économique, individuelle et collective en nous abstenant d'acheter auprès d'entreprises qui se livrent à des pratiques de travail déloyales. Nous pouvons voter pour les représentants du gouvernement qui se soucient des familles de travailleurs par rapport à la servante ou captive dans un donjon de l'Égypte biblique. Nous sommes tous presque des pharaons. Ce pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité, car il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour lutter contre l'injustice. Cette acceptation de la responsabilité collective universelle a entraîné une réponse quasi unanime aux atrocités perpétrées au Soudan et ailleurs dans le monde. Bien que cela reste relatif, bien entendu. Ainsi, plutôt qu'une cause de désespoir ou de consternation, la punition collective des dix plaies devrait être une incitation à l'action. Du plus puissant, au moins, nous avons chacun un rôle à jouer. Dans un monde où quiconque souffre pour rien, nous sommes tous collectivement et chacun d'entre nous, individuellement, responsable de faire ce que nous pouvons pour arrêter cette souffrance. Ce que propose Hannah Arendt, la célèbre philosophe, tout au long de son article intitulé « La responsabilité collective » est tout d'abord d'inscrire profondément cette idée dans le champ de la politique. Pour elle, toute utilisation morale ou juridique de cette notion semble être un détournement, dans la mesure où la responsabilité collective questionne entièrement la participation de l'individu dans la politique. Cette idée de responsabilité collective en tant que responsabilité déléguée pour des choses que nous n'avons pas faites ne doit pas être confondue comme cela a pu être le cas dans l'Allemagne d'après-guerre avec la culpabilité collective. À travers ce texte, ce que la philosophe semble montrer, c'est que s'affirmer en tant que coupable semble plus aisé que de se déclarer comme responsable. Car si la culpabilité lie le sujet directement à une action incriminée, effectuée, la responsabilité, et à plus forte raison la responsabilité collective, vient interroger le sujet sur les divers plans d'activité humaine, morale, politique et juridique. Or, si dans le cadre juridique des normes sont fixées, dans le domaine moral et politique, la responsabilité collective pose profondément la question de l'engagement de l'individu et de son manque de repères objectifs pour se définir vis-à-vis de cette responsabilité déléguée. Madame Arendt montre de façon exhaustive et concrète l'impossibilité alors de faire jouer les critères moraux dans une détermination politique. La maxime originale définie par Socrate, mieux vaut subir une injustice que d'en commettre une, et celle de Kant, de principe de non-contradiction, ne valent toutes deux que lorsqu'on suppose une certaine conscience chez l'individu. Hannah Arendt pense alors que face à cette détermination incertaine, il convient de redonner la force à la capacité fondamentale et inaliénable de l'homme, qu'est la pensée en tant qu'élément premier permettant à l'individu de s'autodéterminer de façon concrète et d'accepter de supporter le poids
d'une responsabilité collective qui, bien que pouvant apparaître comme un fardeau relatif, n'en demeure pas moins une des notions politiques essentielles, permettant à celui-ci de vivre en collectivité. Si l'analyse de Hannah Arendt vient placer fondamentalement la réflexion à propos de la responsabilité collective dans une réflexion politique et non juridique, il apparaît qu'elle n'en demeure pas moins essentielle dans le cadre d'une réflexion de philosophie du droit sur le concept de responsabilité. Si la responsabilité collective, Yedidim, en termes de droit, apparaît tant dans le droit pénal que dans le droit civil, cette volonté de repositionner le sujet au sein de cette responsabilité a priori politique chez Arendt peut amener à réinterroger la légitimité de la définition même de la responsabilité collective dans le droit, à l'heure où cette responsabilité collective tend à s'orienter vers des questions de responsabilité sociale, notamment chez Hans Jonas, le philosophe, où la responsabilité passerait du statut de vertu individuelle sur le modèle kantien à celui de vertu sociale correspondant à la maxime « agis de manière à ce que les effets de tes actions soient compatibles avec la permanence d'une vie humaine authentique sur Terre », tel que l'exprime Jonas. Voilà des questions qui nous interpellent, voilà des questions auxquelles nous devons répondre dans notre quotidien. Au long cours des jours de notre histoire, qui sont les nôtres, et qui nous mettent face à nous-mêmes, encore aujourd'hui, et malheureusement encore demain. Nous ne sommes peut-être pas coupables, vous vous souvenez, mais nous sommes très certainement responsables. Shalom, shalom, Leitat.